Bienvenue dans l'actu. Au sommaire, découvrons ou redécouvrons le métier de pédicure podologue. Un troupeau pas comme les autres avec de longs poils, un long cou et de grandes oreilles. Et tout de suite, quelques conseils pour réaliser une composition florale. Arrangements forestiers, chrysanthèmes ou mousses d'Islande ornent les tombes depuis le 1er novembre dernier. Cette commémoration reste fortement ancrée dans la tradition alsacienne et l'on continue d'observer l'éclat des bougies et chandelles allumées sur les sépultures des défunts. Mais Toussaint ne doit pas toujours rimer avec chagrin. Les compositions florales colorées montrent l'évolution des tristes arrangements vers un peu de gaieté dans les cimetières. L'arrangement forestier prend le pas sur le chrysanthème actuellement. On vend beaucoup plus d'arrangements de composition forestier puisque c'est une composition qu'on peut laisser jusqu'au printemps sans problème et c'est ce que les gens apprécient. Consacré au fleurissement des tombes lors de la Toussaint, le chrysanthème reste pourtant la plante incontournable de l'automne. Mais avec tous ces arrangements floraux, le chrysanthème ne s'oublie pas un petit peu ? Il n'est pas vraiment oublié, mais on achète moins. Ce qu'on achète le plus souvent, c'est les chrysanthèmes à petites fleurs, ce qui dure un petit peu plus longtemps parce que ça craint moins le gel. Par contre, le chrysanthème à grandes fleurs, le déco, à première gelée, c'est fini. Donc là, ça dure un petit peu plus longtemps au cimetière, mais quand même pas comme l'arrangement forestier qui effectivement tient jusqu'au printemps. Pour embellir vos rebords de fenêtres pour l'automne, ou même apporter une touche de couleur à la tristesse des cimetières, rien de mieux qu'un petit cours de composition florale. Pour faire une composition extérieure, on prend une coupe toute simple en plastique avec une sous-coupe en dessous, du terreau avec de l'engrais, donc du terreau professionnel. Donc on va commencer avec la plante la plus haute, c'est un Euonymus, qu'on va planter à l'arrière de la coupe. Donc on va bien l'enfoncer, mettre le terreau autour. On reste dans le vivace. On va planter celle-ci. Puis je trouve cette plante assez originale, c'est un juncus. Donc pour mettre un petit peu d'originalité dans la composition. Donc on va prendre un Caléocéphalus qu'on va planter devant, penser. Les pensées, c'est souvent, les gens les plantent dans les parterres ou au cimetière, dans les carrés. Et effectivement, dans les coupes, on met souvent les pensées. Le planter devant. Bon, pour finaliser, ce qu'on met, c'est des copeaux. Voilà. Donc les gens apprécient effectivement actuellement beaucoup les compositions vivaces, puisque ça tient beaucoup plus longtemps au cimetière, puisque le chrysanthème reste un petit peu éphémère. La première gelée, vous n'avez plus de chrysanthème, donc ça vous pouvez laisser sans problème tout l'hiver sur la tombe. Donc on va bien caler. Ça c'est pour quand on arrose que ça ne dépasse pas. Alors on peut finir avec peut-être un petit ruban. On va placer devant. Voilà. On peut encore ajouter à une coupe, on peut ajouter des éléments secs. Voilà, juste quelques éléments secs, on ne va pas trop en mettre non plus. Et puis à la fin, ce qu'il faut aussi faire, c'est ne jamais oublier d'arroser votre composition.
faut pas que ce soit triste, il faut toujours mettre des couleurs, il faut que ce soit gai. Même si vous mettez une composition au cimetière, il faut toujours que ce soit gai. Après ces précieux conseils, plus d'excuses pour avoir des arrangements tristounets. Tous au jardin et bonne composition. Les pédicures podologues prennent les pieds en main. Installés depuis 2002 à Niederbronn, ils ont beaucoup de travail. Je pense que le pied, c'est quand même un endroit qu'on a tendance souvent à délaisser, parce que les gens, surtout l'hiver, quand le pied est enfermé dans la chaussure, on laisse tomber, alors que c'est c'est une partie du corps qui demande beaucoup de soins, parce que toute la journée, on est sur nos pieds. Et sans même se rendre compte, on fait des kilomètres et des kilomètres. Même la personne qui est chez elle et qui ne sort pas, en faisant des allers-retours dans sa maison, elle va forcément faire beaucoup de marche dans sa journée. Nadège Bayet a rencontré son mari Yannick sur les bancs de l'école durant une formation de 3 années. On a un apprentissage au niveau de la dermatologie, au niveau de tout ce qui est vascularisation, parce qu'en fait c'est un domaine où c'est du paramédical. Et en fait, c'est pas du tout que le côté esthétique de se faire des ongles jolis et agréables à regarder pour l'été. Il y a aussi ce côté soin où on apporte beaucoup pour les diabétiques, notamment les artéritiques. Et donc, en fait, on apprend toutes les maladies qu'il peut y avoir aussi au niveau rhumatologique. L'école a aussi permis d'apprendre le maniement de ces outils qui ressemblent à ceux d'un dentiste. Au niveau du soin, pour aller plus en profondeur et pour avoir plus de finition, on est obligé de s'équiper en fait d'instruments plus précis, parce qu'à la main, on ne peut pas tout faire. Donc en fait, on aura la turbine. En fait, c'est exactement le même principe que chez le dentiste. Et on peut adapter dessus des fraises très fines qui vont permettre d'enlever des corps en profondeur, parce qu'en fait c'est une machine qui fait tourner une fraise très très vite et qui va vraiment apporter aucune douleur et un confort au niveau du soin. 2 sortes de clients viennent au cabinet. Non, il ne s'agit pas des casse-pieds et de ceux qui ont bon pied bon œil, mais des consultations pour pédicurie, c'est-à-dire pour le soin de l'ongle et de la peau. Quant aux autres... Après, il y a le côté podologie, où en fait la podologie, ça comprend un examen clinique, c'est-à-dire qu'on va regarder la personne dans tout son ensemble, voir s'il y a des soucis, que ce soit pas au niveau des pieds uniquement, mais que ce soit des soucis au niveau des hanches, des genoux, du dos. Et après, une fois qu'on a établi un schéma corporel et qu'on a pu prendre en compte les problèmes des gens, on établit, si nécessaire, un plan de semelle et on réalise une semelle orthopédique pour soulager la personne de ses problèmes. En fait, ce sont des semelles qui vont permettre de gagner en confort et de pouvoir marcher toute la journée, faire plusieurs kilomètres, alors qu'on ne va rien modifier au niveau du pied. C'est simplement une semelle de confort qui soulage vraiment les gens. Les pieds n'ont maintenant plus de secret, c'est reparti pour faire avec eux de nombreux kilomètres. Et non, ne vous y méprenez pas, nous ne sommes pas sur les hauteurs du Machu Picchu ou dans un épisode de Tintin et le Temple du Soleil. Nous sommes bien à Gumbrechtshofen, à quelques pas de l'entrée du village, chez une passionnée d'animaux et tout particulièrement des lamas. J'ai toujours été fascinée par les animaux en général depuis de très longues années. Et ça fait à peu près maintenant 6-7 ans que c'était les lamas. Je ne sais pas pourquoi, c'est venu comme ça. Je faisais de l'équitation un petit peu avant et voilà. Là c'est doux, c'est super, c'est calme. Faisant partie de la famille des camélidés, le lama s'adapte pourtant très bien au climat alsacien, été comme hiver. C'est en fait la famille du chameau. Le chameau, c'est le grand camélidé, et ça, c'est les petits camélidés. Et puis, donc, il y a l'alpaga, il y a le lama. Il y a le lama classique, le lama lainé et le lama suri. Ça vient des Andes, en fait. Ça vient du Pérou, du Chili, Bolivie, Argentine. Une fois par an, ils sont vaccinés. Ils sont amifugés à peu près 3 fois par an.
Après, il faut les brosser et en été, il faut les tondre au niveau du ventre surtout, au moins une fois tous les 2 ans. Ils sont pucés, ils sont inscrits au LARE. C'est un registre européen pour le lama. Habituée des portées du printemps, Christine a eu la surprise d'avoir une mise bas 3 jours avant notre tournage, ce qui complique un peu les choses pour l'hiver. Il sera un peu plus fragile, donc il faudra plus que je le laisse à l'écurie. Je le laisserai sortir quand il y a du soleil. Mais là, il va s'habituer. Au bout de 15 jours, c'est déjà très rustique. C'est surtout les 15 premiers jours qui sont un peu difficiles. Et de toute façon, quand ils naissent, il faut leur faire de suite une piqûre de sélénium parce qu'il n'y en a pas chez nous dans la terre. Et au bout de 15 jours, c'est rustique, quoi. Au bout de à peu près 1 mois, ça commence à manger un peu de paille ou un peu d'herbe. Mais c'est sevré seulement à l'âge de 6 mois. Ça fait 3 jours là qu'il est né. Je le laisse sortir une demi-heure pour l'instant, pas plus, parce qu'il fait un peu frais quand même. C'est pour ça qu'il a un petit manteau. Animal de bas, le lama peut supporter une charge allant jusqu'à 30 kg. Mais pour cela, il a besoin d'un support particulier. C'est un bas. Un bas qui est exprès fait pour le lama, qui a été fabriqué en Autriche, parce qu'il y a un spécialiste en Autriche qui fait ça pour le dos du lama. Donc voilà, on met ça, on le met à l'avant, on le fixe à l'avant avec des sangles et à l'arrière. Et donc on accroche de chaque côté, on peut accrocher les sacs. Voilà. Mais finalement, un lama, ça crache ? Bonne question. Un lama, oui, ça crache entre eux, mais pas sur les humains. En fait, la question qui revient toujours chez tout le monde fait toujours 3 pas en arrière et ils disent ah, ça va cracher, ils se cachent comme chez Tintin, voilà. Et en fait, non, ça crache entre eux, justement pour des granulés, pour des choses comme ça, mais jamais sur l'humain. Même quand on le maltraite, le lama, quand on lui fait des piqûres ou quand on lui fait des soins, non, il ne crachera jamais sur l'humain. C'est très gentil. Pour découvrir cet animal atypique, très calme et très doux, vous pouvez contacter Christine Trendel au Clos des Lamas à Gumbrechtshofen.